Bonjour à tous. Vous aurez peut-être de la peine à nous croire, mais on ne signale aucun barrage sur les routes de France ce matin. Est-ce que cela va durer? Ça, c'est une autre histoire. Cela dépendra en partie de la table ronde qui s'est réunie ce matin au ministère des Transports pour examiner les revendications des transporteurs routiers. Cela dépendra aussi des réactions des commerçants et artisans à la suite des sanctions, beaucoup de procès-verbaux, des retraits de permis de conduire, des sanctions prises par les forces de l'ordre hier contre les commerçants contestataires. À l'étranger, grève aussi aux États-Unis. Les postiers de New York ont cessé le travail et le président Nixon a fait appel à l'armée pour les remplacer. Nous garderons un œil fixé sur le Cambodge, car de Pékin, le prince Norodom Sihanouk vient de lancer un appel, presque un appel à l'insurrection nationale, et il a décidé qu'il allait former un gouvernement en exil. Enfin, quand vous saurez que la crise italienne est pratiquement dénouée, M. Mariano Rumor, l'ancien Premier ministre, ayant de nouveau accepté de former un gouvernement, eh bien, quand vous saurez tout cela, vous saurez l'essentiel de ce que l'on peut retenir de l'actualité d'aujourd'hui. Revenons donc à nos problèmes de circulation. Il y a maintenant 3 heures que les conversations ont commencé entre le ministre des Transports, M. Raymond Mondon, et les 12 syndicats de routiers et de patrons de routiers. Claude Carré suit cela de très près depuis ce matin au ministère des Transports. Il est sur place. Nous allons peut-être par lui déjà savoir un peu ce qui s'est passé ce matin. Claude Carré, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, Guy Claes. Eh bien, en effet, nous sommes en ce moment au ministère des Transports et plutôt au ministère de l'Équipement exactement où se tient cette réunion. 2 problèmes sont débattus. Les restrictions à la circulation sur les routes des poids lourds pour le week-end de Pâques et de la Pentecôte et les problèmes sociaux. Sur ce dernier point, une décision a été prise ce matin. Une nouvelle rencontre a été fixée pour le 10 avril. Durant cette rencontre, on discutera bien entendu des problèmes de salaire, des problèmes des conditions de travail, de la retraite et de la sécurité de l'emploi. Un calendrier pour discuter de ces problèmes sociaux doit être fixé aujourd'hui. Mais le deuxième point soulève beaucoup plus de controverses. Et c'est sur ce sujet que l'on discute actuellement. M. Mondon a demandé aux syndicats des patrons et des routiers de rentrer dans leur famille pour le week-end de Pâques. D'autre part, et c'est un point important, il a maintenu l'interdiction faite aux poids lourds de circuler sur les routes pendant le week-end de Pâques. Les syndicats ne sont bien sûr pas tous d'accord sur ces interdictions et voudraient les voir rapportées ou du moins aménagées. L'atmosphère de ces négociations est calme, on peut même dire sereine. On saura donc ce soir si ces interdictions sont maintenues, aménagées ou révisées. Ici, le ministère de l'Équipement, à vous, Guy Claes. À ce soir donc pour avoir tous les détails sur cette négociation avec les chauffeurs routiers. Ajoutons que s'il n'y a pas eu de barrage ce matin, il y a tout de même eu un petit incident au hall de Rungis, à l'entrée de l'autoroute. 106 conducteurs de poids lourds ont tout simplement refusé d'acquitter le péage exigé de tous les automobilistes qui passent par l'autoroute. Les commerçants et artisans, eux, ceux qui ont bloqué les routes hier dans presque toutes les régions de France, doivent avoir aujourd'hui le sentiment d'avoir été traités un peu plus sévèrement que les routiers. En effet, le ministère de l'Intérieur a annoncé ce matin le bilan des mesures prises par les forces de l'ordre. Il est assez élevé. Il y a eu 759 procès-verbaux dressés pour entrave à la circulation, 60 personnes ont été déférées devant les tribunaux pour divers délits comme des violences ou des outrages à agents, 246 permis de conduire ont été retirés et d'autres le seront sans doute dans les prochains jours. Et encore, cette statistique n'est-elle que partielle car elle ne concerne pour l'instant que 74 départements sur 95. C'est finalement dans le fief de Gérard Nicou, à la Bâtie-Montgascon, dans l'Isère, que les incidents ont été les plus violents, au point que des bagarres se sont poursuivies tard dans la soirée et qu'il y a eu un certain nombre d'arrestations. Hier, vers 17h30, à la Bâtie-Montgascon, le fief de Gérard Nicou, leader du CID, de violents affrontements ont eu lieu entre forces de l'ordre et commerçants. Les manifestations ont débuté par des barrages de pneus enflammés en plusieurs points. Une compagnie de CRS et un escadron de gendarmerie ont alors chargé à la grenade les commerçants qui ripostaient avec des projectiles de toutes sortes. Bilan, de nombreux blessés, parmi lesquels Gérard Nicou. Le nombre des arrestations s'élèverait à une trentaine. Monsieur Gérard Nicou a dit hier soir, après ces manifestations, ce n'est qu'un début, nous recommencerons. Il n'a pas dit quand, naturellement. On a négocié aussi ce matin à la RATP, où les négociations semblent devoir traîner un peu en longueur, puisqu'un nouveau rendez-vous a été pris pour le 7 avril prochain. À Orly, la grève des aiguilleurs du ciel est terminée, le trafic était normal ce matin. Mais le plus extraordinaire, si l'on se penche un peu sur l'ensemble de ces réactions un peu violentes des divers corps sociaux qui s'inquiètent de leur avenir, le plus extraordinaire, c'est que cette psychose de barrage
semblent prendre parfois des formes assez extravagantes. Ainsi, à Agen, un batelier qui n'était pas d'accord avec la limitation de vitesse à 6 km/h imposée aux péniches n'a rien trouvé de mieux que de mettre son bateau en travers du canal latéral à la Garonne et de bloquer ainsi la circulation fluviale pendant plus d'1 heure. Autre exemple, près de Lorient, à l'île de Groix, c'est le maire et le conseil municipal qui ont entraîné toute la population dans une autre forme de contestation parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec les horaires du nouveau bateau qui relie leur île au continent. Eh bien, ils ont tendu un câble au travers de l'entrée du port. Le bateau est passé, il a cassé le câble, mais ça a aussi donné lieu à quelques incidents. Tout cela est tout de même un petit peu surprenant, disons-le. En politique étrangère, Gérard Sebag, nous l'avons dit, ce sont à New York d'abord les grèves des postiers qui retiennent l'attention, ce sont des soldats qui assurent le tri du courrier depuis hier soir, et le président Nixon lui-même a dû intervenir pour faire échec à cette grève qui pouvait paralyser l'économie américaine. Il a lancé un appel très ferme, il a annoncé l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire. En effet, 2 heures à peine après cette décision, 1500 soldats et 25 officiers de la base militaire de Fort Dix, située à une centaine de kilomètres de New York, bouclaient leurs valises pour Brooklyn, où ils seront cantonnés dans une ancienne caserne qui avait servi durant la Deuxième Guerre mondiale. Pas de temps mort pour les GIs, comme vous allez le voir sur ces photos. Dès hier soir, les 500 premiers soldats pénétraient dans la poste centrale et se mettraient aussitôt au travail pour trier le courrier. Cependant, une certaine confusion régnait en ce qui concerne les tâches à confier. C'est un travail qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Pour les aider, près de 15 000 réservistes de la région de New York devaient se présenter ce matin à leur centre de mobilisation et 15 000 hommes des contingents de la Garde nationale vont les rejoindre. Réaction des grévistes, ils sont évidemment contre cette décision. Le président de l'association des facteurs a déclaré « Nous sommes totalement opposés au remplacement des facteurs par qui que ce soit ». Les grévistes ont accueilli les soldats avec des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « GIs, ne soyez pas les briseurs de grève ». Voyons maintenant les raisons de cette grève avec Stéphane Paoli. Au moment de l'allocution télévisée du président Nixon, le service des postes estimait que 167 000 des 700 000 postiers employés dans les postes américaines étaient en grève dans 500 bureaux, mais que 44 000 employés avaient repris le travail dans 161 bureaux sur tout le territoire des États-Unis. 2 heures après la décision du président Nixon de proclamer l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire américain et de faire appel à la troupe pour assurer le fonctionnement des services postaux essentiels de New York, 1500 soldats et 25 officiers recevaient l'ordre de gagner New York. Si les postiers ne reprennent pas rapidement le travail, la tâche des soldats consistera seulement, sous la direction des fonctionnaires restés à leur poste, à trier le courrier pour en sortir certains plis, notamment ceux contenant les chèques des pensions de vieillesse, et à les acheminer vers certains bureaux de poste où les destinataires pourront venir les réclamer. Au Cambodge, Gérard Sebag, je crois qu'on peut maintenant se demander si ce pays ne risque pas une nouvelle guerre civile. En effet, le prince Sihanouk, évincé du pouvoir, demande à ses compatriotes de résister par la force au nouveau maître du Cambodge. Dans un appel fait ce matin à Pékin, il invite ses compatriotes à prendre le maquis et il ajoute « Je vous ferai parvenir, en temps utile, des munitions et des armes. J'invite tous mes compatriotes à rejoindre les rangs de l'armée de libération ». Cependant, à Pékin même, l'ambassadeur du Cambodge s'est rallié au nouveau gouvernement de Phnom Penh et cette décision aurait été prise à l'unanimité des membres de l'ambassade. Dans une interview accordée à un journal britannique, le Times, le général Londol, nouveau Premier ministre cambodgien, a précisé que son gouvernement était déterminé à retrouver sa neutralité active en assurant d'une part le départ du Cambodge des troupes du Nord-Vietnam et également de celles du Viet Cong. Le général Lon Nol a également déclaré que tout d'abord, avant d'envisager une action militaire, il se tournera vers les organisations internationales pour arriver à ce but. Enfin, l'Italie, M. Mariano Rumor se succède à lui-même, puisqu'il a été jusqu'à présent le dernier Premier ministre, après cette crise qui a duré donc 44 jours, c'est presque un record, je crois. Oui, absolument, c'est un record depuis la dernière guerre mondiale. M. Mariano Rumor a en effet obtenu l'accord de participation à son gouvernement d'une part de son propre parti, la démocratie chrétienne, du Parti socialiste italien gauchiste, du Parti socialiste modéré, et également du Parti républicain. M. Mariano Rumor va ainsi reconstituer une coalition de centre-gauche. Il ne reste plus à M. Rumor qu'à distribuer les portefeuilles aux différents groupes, ce qui évidemment ne sera pas sans difficulté. Avant de passer au sport, je dois vous signaler qu'à Chamonix, on est très inquiet sur le sort de 4 alpinistes qui étaient partis dimanche matin pour faire l'ascension d'un sommet du Mont Blanc, appelé le Mont Blanc du Tacu. Ils étaient partis dimanche matin, donc ils devaient rentrer le soir même et on ne les a toujours pas revus.
Le temps est très mauvais, il y a de la pluie dans la vallée, de la neige, du brouillard, du vent sur les sommets, au point que l'hélicoptère de secours n'a pas pu survoler le massif. Et ce matin, il a fallu faire partir une cordée pour essayer de retrouver enfin ces 4 alpinistes qui se nomment Giovanni Fanton, Claude Jagère, Alain Badel et Robert Sergato. Ce dernier est un des plus prestigieux des guides italiens. Les 3 autres sont français. Il y a parmi eux le gardien du refuge des Grands Mulets. Michel Drucker. En sport, je crois que la nouvelle qui a fait sensation aujourd'hui, c'est l'interdiction, pratiquement, on peut parler d'interdiction, faite à l'Afrique du Sud de participer en tennis à la Coupe Davis. Oui, en fait, Guy Claes, c'est une décision à laquelle on s'attendait un peu depuis quelques mois. Elle est officielle depuis hier. L'Afrique du Sud a été exclue de la Coupe Davis à cause de sa politique de ségrégation raciale. Cette politique était, vous le savez, critiquée depuis déjà longtemps, depuis plusieurs années, dans les milieux du tennis international. Mais l'indignation avait atteint son comble il y a quelques mois quand le gouvernement sud-africain refusa d'accorder un visa au tennisman noir-américain Arthur Ashe qui devait participer aux internationaux d'Afrique du Sud à Johannesburg. La commission spéciale chargée de la Coupe Davis a donc tranché une bonne fois pour toutes en ce qui concerne l'Afrique du Sud, mais chose étonnante, la Rhodésie, qui pratique également, vous le savez, une politique apartheid, n'a pas été exclue. Notre politique est multiraciale, ont plaidé les délégués rhodésiens. La commission de la Coupe Davis a donc accepté ce point de vue et la Rhodésie, détail piquant, rencontrera Israël en Coupe Davis, premier tour, le mois prochain à Tel Aviv. Rugby, je vous rappelle que pour le match Galles-France du 4 avril à Cardiff, qui sera, vous le savez, la véritable finale du tournoi 70, l'équipe de France alignera Bonal et Cantoni aux ailes, qui remplacent Siller et Bourgarel. Par ailleurs, le briviste Puget rentrera, il fait son retour donc dans l'équipe de France au poste de demi-mêlée, il remplace Sutra qui, vous le savez, est blessé. Football, l'équipe du Brésil est en grande forme à 2 mois du début des championnats du monde du football au Mexique. Le Brésil, l'équipe de Pelé, a battu le Chili 5-0 hier et à cette occasion, Pelé a marqué son 1019e but. Football toujours, on ne sait toujours pas si la nouvelle équipe de Paris, le Paris Football Club et Sedan fusionneront. Le comité du Paris Football Club a reporté au lundi 13 avril l'engagement de la réponse ferme et définitive de l'équipe de Sedan. Vous savez que cette fusion pose des problèmes, en particulier aux dirigeants de Sedan. Ce sont des problèmes financiers, vous vous en doutez. Boxe, hier soir au Palais des Sports, réunion très intéressante. Le combat vedette opposait Jean-Claude Boutier, un des meilleurs boxeurs français, avec Roger Ménétré et Marcel Cerdan. C'est en tout cas le meilleur poids moyen français. Boutier était opposé à l'américain Stan Ewart, classé parmi les 15 meilleurs poids moyens du monde au boxing business américain. C'était donc un combat très difficile pour le français. La décision, Boutier vainqueur au point après 10 reprises, une décision qui était violemment contestée par une partie du public, à tort ou à raison. C'est la question que je pose à Loïs Vanley. Le jugement en boxe est très subjectif, Michel Drucker, et pour nous, Jean-Claude Boutier avait gagné de très peu. Peut-être aurions-nous revisé notre opinion si nous avions vu si nettement un uppercut au 10e round. Mais revenons au premier. Hier soir, au Palais des Sports, le grand espoir français Jean-Claude Boutier, culotte blanche, bande noire, affrontait le noir américain Stan Ewart qui fit match nul il y a 3 ans avec Jocelyn. Et depuis, Ewart avait battu Emil Griffiths et Freddie Little avant de s'incliner de peu devant Griffiths il y a 10 mois. Au 5e round, pour nous, Ewart avait 2 points d'avance. La précision de ses gauches, ses esquives, gênaient considérablement Boutier. D'ailleurs, vous voyez que l'Américain sait très bien boxer. Là, M. de Castellanos intervient. Il ne faut pas tenir son adversaire. Au 6e round, un événement rare sur un ring se produit. Le gant de Boutier éclate. Et le règlement, dans ce cas-là, stipule que les 4 gants doivent être changés. L'arbitre, M. de Castellanos, assiste à l'opération, tandis que les boxeurs sont impatients de reprendre les opérations. Voici le coin de Boutier, Bretonnel dans son coin. Là, Stan Ewart. On lasse ses gants. Et le match reprend, c'est au 7e round. Face à cet excellent boxeur, Jean-Claude Boutier a le mérite de ne pas tomber dans une boxe attentiste. Il veut forcer la décision. Il cherche une solution au difficile problème que lui pose la boxe de Ewart. Jean-Claude Boutier attaque, il remonte son handicap, et voici le 10e et dernier round. Et alors là, attention, parce qu'il va se produire un coup que nous avons mal vu. Regardez bien cet uppercut au l'estomac, qui est nettement accusé par Boutier. M. de Castellanos estime que ce n'est qu'une glissade. Et vous voyez que Boutier reprend le combat avec beaucoup d'agressivité. Il attaque, il place des gauches. Et c'est la fin du combat. Jean-Claude Boutier a gagné au point. Les 3 juges lui ont donné chacun 3 points d'avance. Nous avions 2 points. Mais sur ce coup litigieux, à vous de juger.
Eh bien, ce petit appareil que vous venez de voir sur votre écran, je crois qu'il vous intrigue certainement depuis le début de cette émission. Nous n'avons pas l'habitude d'avoir un tel appareillage téléphonique sur le plateau. Et Jacqueline Alexandre, vous aussi, vous m'avez demandé des explications. Eh bien, je vais vous les donner tout de suite. Cet appareil, c'est ce que l'on peut appeler un téléphone à mémoire. Quel est son avantage? Eh bien, il permet d'enregistrer à l'avance un certain nombre de numéros de téléphone. On les enregistre dans cet appareil. Et ensuite, quand on veut, il suffit d'appuyer sur une touche pour obtenir le numéro demandé. Naturellement, dans un ordre donné. Dans un ordre donné, Oui. il y a des numéros de 1 à 50. Par exemple, on peut enregistrer un numéro au numéro 10. Après quoi, il suffira d'appuyer sur la touche en maintenant la flèche au numéro 10 et ça va marcher. D'ailleurs, on va faire une démonstration, vous allez voir. Par exemple, si je veux sélectionner l'horloge parlante, j'appuie sur ce bouton qui est bleu, signale, bien que vous ne puissiez pas le voir, un bouton bleu. Ça déclenche une sélection. Ce sera donc au numéro 10. L'horloge parlante, c'est Odéon 84 00. Bon, voilà mon horloge parlante fixée au 10. Il faut appuyer sur le rouge, me dit-on. Il faut appuyer sur le rouge. Voilà, c'est fait. C'est enregistré. Imaginons que tout à l'heure, après tout, pourquoi pas, nous voulions appeler Rick Azaray qui doit faire demain ses débuts à l'Olympia. On va l'enregistrer par exemple au numéro 30. Rick Azaray, je ne vous donne pas son numéro, ça serait sans doute un peu indiscret. Si. J'appuie sur le rouge de nouveau, voilà, c'est enregistré. Puis on va même prendre un deuxième numéro pour Rick Azaray au cas où le premier ne serait pas libre. Je recommence. J'appuie sur le rouge, enregistrer. On peut aussi s'amuser à enregistrer l'Élysée, par exemple. Tout le monde connaît le numéro, il est dans l'annuaire. C'est Balzac 20 00. Vous téléphonez souvent à l'Élysée? Si on veut appeler M. Pompidou, c'est gagné. Bon, mais enfin, nous ne l'appellerons pas, on ne veut pas le déranger aujourd'hui. On va donc appeler Rick Azaray. Vous allez voir, ça marche très bien. J'ai inscrit son premier numéro donc sur le 30. Je décroche mon téléphone. J'ai la tonalité, il faut attendre la tonalité. J'appuie simplement sur le rouge. Et normalement, si tout va bien, ça devrait sonner chez Rick Azaray. Monsieur Pompidou va peut-être répondre. Ça signifierait que je me serais beaucoup mélangé dans mes... Ça sonne. Ça marche très bien. Allô, Rick Azaray? C'est la télévision, c'est Guy Claes en direct sur le journal télévisé de la première chaîne ici. Oui, ne quittez pas, je vous la passe, monsieur. Merci. Quelle chance, c'est Parfait, merveilleux. voyez-vous. Je suppose qu'on la dérange en plein déjeuner. Évidemment, ça marche quand le correspondant est au bout du fil. C'est le moindre des choses. Peut-être en train de répéter. Allô? Allô? Oui? Rick Azaray? Non, ne quittez pas. Ah bon, décidément, il y a beaucoup d'étapes à franchir. Non, on vous a mal dirigé, quittez pas. Bon. Qu'est-ce que je veux dire, vous voulez passer dans combien de temps? Ah bah ça serait tout de suite. Bon bah écoutez, si jamais elle n'est pas libre, car nous ne pouvons pas faire attendre ce journal en longueur indéfiniment. Et la voilà. La voilà, bon. Quittez pas. Allô? Rick Azaray? Oui? Bonjour, vous savez que vous êtes en direct en ce moment sur le journal télévisé de la première chaîne. Oui? Et vous êtes en train de nous aider à faire une petite expérience avec un appareil qui s'appelle un téléphone à mémoire. On a enregistré votre numéro par avance, Oui. et ensuite il suffisait d'appuyer sur une touche pour vous avoir. Vous voyez, ça a très bien marché. Un sort d'ordinateur. C'est une sorte d'ordinateur, oui. Enfin, je préfère ne pas trop entrer dans les détails techniques, vous savez. Oui. Bon, enfin, je voulais d'abord vous souhaiter bonne chance pour demain soir. Et vous savez, je sais que vous êtes sur la première chaîne et qu'il ne faut pas dire des gros mots, mais je vous demanderai quand même de me dire les 5 lettres. Eh bien, je vous le dis moralement. Bon, Voilà, vous êtes en forme? je suis en forme morale formidable, en forme physique évidemment un peu moindre, mais que voulez-vous, il faut faire aller. Eh bien, merci, et rendez-vous à demain soir à l'Olympia. Alors, au revoir, Rick Azaray. Au revoir. C'est merveilleux. Voilà, je crois que la démonstration est concluante. Bon, eh bien, nous allons maintenant passer à la partie magazine de ce journal, Oui, avec nous un allons- festival de Royan. C'est ça, nous allons parler du Festival de Royan. C'est le 7e festival d'art contemporain qui s'est ouvert samedi dernier à Royan. Il est principalement consacré à la musique. Voici un reportage qui nous a été envoyé de notre station de Poitiers.
C'est au premier jour d'un printemps incertain que s'est ouvert le 7e Festival international d'art contemporain. Ce n'est pas encore un temps à s'attarder longtemps dehors où les drapeaux claquent dans le vent. Il fait meilleur à l'intérieur du casino où l'on peut, en attendant de recueillir des images ou des sons inédits, feuilleter des livres ou hésiter sur le choix d'un disque. En dehors des heures de concert, de colloques, de représentation, la rotonde du casino et même toute la ville de Royan sont un carrefour privilégié où l'on peut reconnaître parmi les inconnus fervents de grands noms de l'art contemporain. Olivier Messiaen, qui a donné son nom à un concours de piano qui pour la 4e fois se déroule parallèlement au festival, Pierre Henry, dont nous entendons en ce moment une composition, Louise de Pablo, qui présentera sa musique en action. La musique a une large place dans ce festival où les créations mondiales sont trop nombreuses pour être citées, sinon peut-être Archipel 4 de Boucourt-Richelieu. France Musique et France Culture sont aux écoutes. Devant le succès, les organisateurs du festival ont dû le décentraliser hors du casino. Ainsi, Jean-Marie Pat donne son spectacle théâtral dans une salle d'œuvre et c'est au Palais des Sports que Michel Hermont présente Le Don Juan revient de guerre de Don von Orwa. Le théâtre est à l'honneur. Bon numéro, vous êtes trompé. La semaine dernière, au cours de sa rubrique juridique, Christiane Delacroix nous parlait des accidents de la route provoqués par les enfants ou par les piétons. Cette semaine, nous abordons le problème du recours en cas d'accident. Maître, lorsqu'il y a des accidents, il y a dans la plupart des cas des responsabilités engagées. Et pour l'auteur de l'accident, il y a quand même des torts qui demandent réparation et qui peuvent coûter très cher. Dans quelle mesure? Effectivement un problème qui préoccupe beaucoup les tribunaux et je dois vous dire d'une façon générale et systématique que les tribunaux se gardent bien d'appliquer des règles strictes et bénéficient d'un pouvoir souverain d'appréciation pour l'évaluation des préjudices subis par des enfants. Alors, il y a naturellement l'accident sans gravité et puis celui qui est lourd de conséquences. Alors, l'accident sans gravité se traduit le plus souvent par une incapacité temporaire totale de plusieurs semaines, voire même de plusieurs mois. Et à ce titre, il est certain qu'une réparation est due. Et elle sera effective lorsque, par exemple, l'enfant pourra justifier que l'accident s'est traduit par la perte, notamment d'une année d'études, et par l'obligation en conséquence pour les parents de subvenir à ses besoins pendant une année supplémentaire. De ce chef, on peut envisager que les tribunaux apprécient à quelque 3 000 à 5 000 francs l'indemnité corrélative à une incapacité de plusieurs mois. Mais il arrive que l'incapacité soit plus lourde, que l'enfant ait perdu un membre, que l'enfant ait perdu un œil, et se posera alors le problème de l'incidence de l'accident sur la situation professionnelle de l'enfant. Il n'en a pas au moment de l'accident. Il va reprendre sa classe comme par le passé dans la plupart des cas, même pour des incapacités assez lourdes. Mais lorsqu'il sera amené en fin d'études à choisir une situation, il est évident que, par exemple, la perte d'un œil va se traduire par une impossibilité pour l'enfant de briguer certains emplois. Justement, si l'accidenté reste atteint, comment réparer le préjudice? C'est toujours un capital qui est versé, sauf quand la durée de survie est malheureusement extrêmement limitée et que tout le monde sait malheureusement à quoi s'en tenir à cet égard. Ce capital il est versé à qui? Est versé au père, ou plus exactement au représentant légal de l'enfant, ce peut être la mère si par exemple la mère en a obtenu la garde à l'occasion d'une instance en divorce, et cette somme sera utilisée par le père qui pourra bénéficier des seuls revenus et non pas du capital lui-même, et cet emploi des fonds se fera sous le contrôle de ce qu'on appelle le juge des tutelles qui appréciera dans quelles conditions doit être utilisé ce capital. Donc c'est un capital préservé. C'est un capital préservé et ça n'est, sauf cas très exceptionnel, jamais une rente viagère. Car les tribunaux sont formels à cet égard. Les rentes viagères devraient normalement être indexées. Les tribunaux s'y sont toujours refusés. Je prends le cas très précis d'un enfant qui, victime d'un accident il y a 4 ans, est encore actuellement à l'hôpital et peut-être jusqu'à la fin de ses jours. Cet enfant coûte cher à ses parents, la journée d'hospitalisation est de plus en plus lourde et les tribunaux, même dans ce cas, ne peuvent pas envisager d'indexer la rente puisque ce serait contraire à certains principes traditionnels du droit français. Il y a quelques mois, M. Chalandon, ministre de l'Équipement et du Logement, lançait un grand concours sur les maisons individuelles entièrement construites en bois. Pour l'acheteur qui ne sait pas
pencher sérieusement sur la question. Ces constructions peuvent sembler un peu légères et nous allons voir que c'est une fausse impression. La maison individuelle construction légère, c'est-à-dire entièrement en bois, prend de plus en plus d'expansion et pourtant l'acheteur est quelquefois réticent. Il émet des objections quant à la solidité et à la sécurité de ses habitations. Et pourtant, les constructeurs sont formels. La maison en bois est aussi solide et, disent-ils, beaucoup plus saine qu'une maison en pierre de taille ou en brique. Quelle est la réponse à donner aux craintes des acheteurs? La première réponse, c'est de préciser la rapidité d'exécution de nos maisons, n'est-ce pas? Puisque 3 mois après le permis de construire, la maison est terminée, est habitable. C'est déjà une première chose qui est importante. D'autre part, nos maisons dites à structure légère ont fait leurs preuves, puisqu'elles sont utilisées dans des pays beaucoup plus développés que la France, aux États-Unis, où on fabrique environ 25 à 30% des maisons individuelles à structure bois. Avec la maison individuelle, on en arrive à une standardisation pratiquement complète. Oui, je pense qu'actuellement, on arrive à une standardisation complète, puisque on fabrique la pièce détachée de la maison d'une façon industrielle. Il s'agit des fenêtres, d'abord des ouvertures extérieures, toutes les ouvertures extérieures, des portes isoplanes qui sont industrialisées et qui viennent tout dernièrement d'ailleurs d'accepter le label de qualité européen. Ici en France, nous sommes très bien équipés. Le centre technique du bois, le bâtiment où nous sommes actuellement, passe toutes ces pièces détachées en laboratoire. Oui, et tous les éléments préfabriqués de la maison sont testés. Les portes, les fenêtres, les murs sont essayés avant de recevoir un label de garantie permettant de construire en toute confiance. Ici, on casse du bois, on fabrique des tempêtes de pluie et de vent, et tout cela pour votre sécurité. Grâce à des souffleries puissantes, les fenêtres sont soumises à des vents de près de 200 km/h. Les éléments de la maison sont torturés jusqu'à la limite de la cassure. Les flexions, les torsions sont calculées au millimètre près, et tout cela pour que votre maison soit durable. L'habitation est laboratoire et ce n'est qu'après tous ces essais que le laboratoire devient habitation. Après le stade des études, c'est celui de la construction. Et chose invraisemblable, dans cette usine de Fay-aux-Loges, comme dans beaucoup d'autres, près de 2 maisons sont fabriquées en une journée. Le travail se fait à la chaîne, les éléments préfabriqués sont assemblés sur une charpente, les murs sont bourrés de laine de verre, le tout est ensuite fermé hermétiquement, puis c'est la finition et enfin la peinture. Un panneau de mur peut être ainsi réalisé en quelques minutes. Dernier stade, vous allez le voir, le chargement sur un camion, et c'est une maison entière qui part vers sa destination. Si vous êtes acheteur, elle vous coûtera en moyenne 7 000 francs. Si vous possédez le terrain, vous la choisirez sur catalogue comme une robe ou un costume. Vous aurez une garantie de 20 ans sur les pièces de la maison et une assurance totale de sécurité. On vient de vous donner un prix moyen de 7 000 francs. Ce n'est malheureusement pas suffisant. Il s'agit de 70 000 francs nouveaux, c'est-à-dire 7 millions anciens. Sans plus tarder, nous allons passer maintenant la parole à Gérard Vidalange qui nous attend à la Bourse de Paris. La Bourse de Paris aujourd'hui est un peu soumise à la douche écossaise. En effet, il y a une baisse assez sensible sur les valeurs françaises. Il semble que l'agitation du côté